Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne pour décrypter et comprendre les tendances du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Smart for Change, sur les réseaux sociaux de Smart for Change. Et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec Patrimoine thématique où nous ferons un focus sur l'investissement locatif. Quelle approche vis-à-vis de l'investissement locatif en ce début d'année 2026 ? C'est une question que nous poserons à Delphine Herman, la porte-parole de Guy Hockey l'immobilier. Ce sera donc la première partie de l'émission. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à la stratégie patrimoniale de ce début d'année avec notamment deux focus. Tout d'abord un focus immobilier et plus spécifiquement SCI. Quelle approche des SCI vis-à-vis des SCI en ce début d'année ? Une question que nous poserons à Anthony Kelsey, le fondateur de Kelsey Patrimoine, mais aussi à Vincent Danis, le président de Savignan. Et puis si on a le temps, on évoquera également l'investissement immobilier au sens large, mais via des véhicules d'investissement, les fonds immobiliers. Et si on a le temps, évidemment, on parlera des fonds actions. Et puis enfin, dans la troisième partie de l'émission, dans l'œil de l'expert, on aura le plaisir d'accueillir Hugo Rapp, le co-gérant associé de Reward Patrimoine, avec qui nous ferons un focus sur le placement de trésorerie d'entreprise. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Quelle approche avoir vis-à-vis de l'investissement locatif en ce début d'année 2026 ? Voilà le sujet qui va nous animer à présent dans Smart Patrimoine. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Delphine Herman. Bonjour Delphine Herman. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole de Guy Hockey l'immobilier. Alors, le marché immobilier dans son ensemble se porte mieux en 2025, c'est ce qu'on constate. Si on met de côté les années un petit peu exceptionnelles 2019, 2020, 2021, 2022, on revient quand même sur des niveaux de croissance du marché immobilier qu'on avait connus sur les années précédentes. Ça, c'est pour l'immobilier au global. Si on regarde plus spécifiquement l'immobilier locatif, l'investissement locatif, quel bilan vous tirez de l'année 2025 ? Alors vous venez de le dire, effectivement, l'année 2025, c'est une année, on va dire, de stabilisation et où on a retrouvé des volumes de transactions dans l'ancien uniquement, Bien qui sûr, sont effectivement comparables à ce qu'on avait avant le Covid, environ 940 000 transactions. Ça n'est pas vrai sur le marché du neuf, évidemment. Et donc, on a des investisseurs qui sont revenus sur l'année 2025, mais qui représentent, selon les réseaux et selon les territoires, entre 20 et 25% des transactions. D'accord. Là où, avant le Covid, on était plutôt sur 30 à 33%. Voilà. D'accord. Donc, c'est une dynamique qui revient positivement, mais plus doucement. qui vient plus doucement. Ouais, exactement. Et ça, on l'explique comment dans le contexte actuel, qu'il y ait d'un côté cette volonté de revenir et que de l'autre, on n'ait pas retrouvé les mêmes niveaux qu'avant le Covid ? Alors, on n'a pas retrouvé les mêmes niveaux qu'avant le Covid, notamment parce que depuis le Covid en particulier, on vient de le dire, le marché du neuf et de la construction est complètement grippé. Bien sûr, qui Donc, était lui aussi porté en partie par les investisseurs locatifs. l'investissement, Ouais. et beaucoup par l'investissement, notamment lié à la fiscalité et aux produits fiscaux qui étaient très avantageux. Et puis, on a un repli un peu tactique des investisseurs sur un marché où la demande, en revanche, sur la demande locative, est à son plus haut historique. Bien sûr. Donc ouais. on a à la fois des locataires qui sont bloqués parce qu'ils n'ont pas pu jusqu'à présent sortir du parc locatif pour devenir propriétaires. D'accord. Et on a des investisseurs qui aimeraient, eux, pour le coup, investir, mais qui sont bloqués parce que les locataires ne partent pas et qu'on n'a pas reconstruit. D'accord. Parce qu'on a des locataires qui ne peuvent pas acheter, même si le marché immobilier reprend, en fait, on constate qu'il y a quand même des blocages pour certains locataires qui voudraient franchir le pas vers la propriété. On a encore des blocages et on a notamment des blocages en lien avec le calendrier de la rénovation énergétique et donc D'accord. les passoires thermiques, évidemment, qui peuvent faire peur quand c'est votre premier achat et que vous voulez acheter votre premier 2 pièces ou 3 pièces, en l'occurrence. Si on vous dit Bien c'est sûr, une passoire thermique, il va falloir faire beaucoup de travaux, c'est pas forcément un profil de jeunes locataires devenant propriétaires primo-accédants D'accord, qui vont se lancer. C'est le premier point. Et puis, mais c'est une opportunité pour les investisseurs. C'est une opportunité parce que aujourd'hui, la rentabilité, elle se fait sur l'optimisation fiscale et la performance énergétique, en fait. Et donc, l'investisseur, lui, aujourd'hui, dans ce marché locatif qui est bloqué parce qu'on n'a pas construit assez, il devient le seul rempart face à la crise du logement, notamment pour loger les Français à la location. Je prends un exemple pour expliquer pourquoi on considère que le marché locatif est bloqué. On a d'une part des jeunes qui n'arrivent pas à trouver des biens à la location, je pense aux étudiants, notamment à Parcoursup. Bien sûr. On a à peu près toutes les rentrées depuis 2-3 ans, 17% des étudiants qui abandonnent leur vœu de Parcoursup
parce qu'ils ne trouvent pas à se loger. Là où ils auraient Là, ils potentiellement une ouais, opportunité exactement, là où ils avaient, d'études, la d'accord, possibilité ouais. d'étudier et puis on a des, jeunes ou des jeunes couples ou jeunes actifs qui aimeraient devenir propriétaires, qui n'ont pas pu ces dernières années, notamment parce que le crédit immobilier était trop compliqué en termes d'accession D'accord. pour eux Là, et c'est qui pas du une coup se retrouvent à bloquer le marché locatif. D'accord, là on parle pas d'un sujet taux, on parle d'un sujet, conditions Oui, pour, obtenir un crédit oui, vis-à-vis, de jeunes ou de jeunes couples qui sont des primo-accédants et qui oui. voudraient rentrer effectivement sur le marché de la propriété. Oui, Enfin, exactement. Et d'accord. donc, ce qu'on va éventuellement essayer de leur conseiller, c'est de voir s'ils pourraient eux-mêmes devenir des investisseurs locatifs et donc continuer à être locataires de leur résidence principale et D'accord. éventuellement essayer d'investir dans une petite surface pour commencer à se constituer leur patrimoine. C'est le Mais plan encore B une quelque fois, part? oui, c'est le plan B, C'est on exactement. n'achète plus sa résidence principale, on reste en fait en location et on Voilà, investit à côté, dans un appartement ou exactement. une Alors, maison, mais oui. oui, alors ou une maison, ça on verra avec le Ouais. dispositif Jeanbrun, mais en l'occurrence, effectivement, c'est ça qui bloque, entre autres, le marché locatif, puisque du coup, il y a plus de rotation sur le marché D'accord, ouais. locatif. Et alors, c'est une opportunité pour les investisseurs qui, eux, ont déjà acheté précédemment, parce que la vacance locative, c'est-à-dire le délai pendant lequel votre logement est vide entre deux locataires, il n'existe plus. Vous Oui, êtes parce qu'il y a tellement de demandes aujourd'hui. voilà, D'accord. exactement. Il y a tellement de demandes qu'en fait, au final, il n'y a plus de vacances locatives. Donc, c'est aussi un très bon moment pour acheter quand on est investisseur. Avant de parler du dispositif Jeanbrun et donc ce statut de bailleur privé, si je comprends bien aujourd'hui, si on veut faire de l'investissement locatif, il faut être prêt à faire des travaux de rénovation énergétique. C'est comme ça que se dessine le marché. Il y a de la demande pour effectivement, il y a des locataires qui sont en attente de logement. Il n'y a pas suffisamment de logements. En revanche, il faut être prêt à faire des travaux si on veut investir. C'est ça? Oui, c'est un conseil qu'on peut donner, alors notamment aux investisseurs aguerris, à qui ça ne fait pas peur, hein, ce Oui. genre de travaux. Effectivement, il y a de bonnes affaires à faire sur des passoires énergétiques à transformer, Donc dans l'ancien, oui, pardon. notamment évidemment dans l'ancien, puisque de toute façon, sur le neuf, j'ai envie de dire, il y a plus d'offres, il y a très peu d'offres à acheter et à mettre en location. Donc oui, il y a des bonnes affaires à faire, notamment quand on est un investisseur un petit peu aguerri, et notamment quand justement on n'est pas trop dépendant des aides de l'État, qui aujourd'hui sont quand même sur la rénovation énergétique difficiles à lire, Mhm. régulièrement Bien sûr. stoppé, hein, le stop and go sur ma prime rénov quand même, il est compliqué pour un particulier qui n'a pas l'habitude. Donc quand on est un investisseur immobilier qui a déjà un petit peu de bouteille, c'est quelque chose qui ne fait pas peur et qui peut permettre de faire des bonnes affaires. Le dispositif Jeanbrun, ce statut, ce nouveau statut de bailleur privé, est-ce que ça va changer les choses pour le marché de l'investissement locatif? Alors, on va essayer de rester positif dans un Bien premier sûr, temps et on il y a va un se dire statut. que voilà, déjà il y a un statut. On le demandait, on le réclamait, on reconnaît, cette capacité de l'investisseur à être, ce qu'on disait tout à l'heure, un rempart face à la crise du logement et avoir un rôle social dans le logement des Français. Enfin, je rappelle que 2 tiers du parc locatif est détenu par monsieur et madame tout le monde, Oui, bien justement. sûr. Donc Oui. voilà, point positif, il y a un statut. Mais aujourd'hui, il n'est pas assez attractif, il est trop contraignant en termes de travaux, il est trop contraignant en termes de plafond. Et puis, on a un gros oublié dans le dispositif, Jeanbrun, enfin une, je devrais dire, c'est la maison individuelle. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour les jeunes familles qui cherchent à se loger en dehors des grandes villes où on est effectivement en copropriété? Et qu'est-ce qu'on fait pour inciter à l'achat et à la location sur la maison individuelle qui représente, je le rappelle, le rêve de tous les Français et Mhm. qui est aussi une façon de se loger dans les zones périurbaines, pardon, ou rurales. Donc c'est un peu un pansement sur une jambe de bois aujourd'hui, le D'accord. dispositif Jeanbrun. Ça ne va pas créer un choc d'offres sur la location. Ah, Il faut alors même vraiment que enfin, ce statut n'existait pas l'année dernière. non, Donc en bien fait, sûr. on a aujourd'hui un statut de bailleur privé Voilà. quand même qui vient faciliter Oui, oui, normalement. alors on est d'accord et heureusement et ça va notamment, permettre sur des sujets de location nue ou de location meublée, de rééquilibrer un tout petit peu les choses. Mais le vrai problème et le vrai sujet sur le marché locatif et pour les investisseurs aussi, c'est l'offre et l'offre, on va la trouver où? On va la trouver dans la construction et dans le neuf. Aujourd'hui, c'est ce marché-là qu'il faut aider majoritairement si on veut relancer de l'offre, si on veut mieux loger les Français, notamment à la location. Si on regarde ce qui se passe du côté des grandes villes et des zones tendues, l'encadrement des loyers est-il un frein à l'investissement locatif? Clairement oui, évidemment. C'est une mesure un petit peu, je vais le dire, démagogique, on va dire, parce qu'en fait, elle empêche quand même une grande partie de l'autofinancement des travaux de rénovation notamment. Et aujourd'hui, quand vous êtes sur une ville où, alors le meilleur exemple, c'est Paris, où pour un bien à la location, vous allez recevoir 100 à 120 dossiers. Mhm. Qu'est-ce que génère l'encadrement des loyers? L'encadrement des loyers, il fait que finalement, vous allez prendre de toute façon un locataire extrêmement qualitatif en termes de revenus, en termes de sécurité pour vous en tant que bailleur, et que vous allez lui louer à un niveau de loyer qui, de toute façon, est largement inférieur à ce qu'il aurait pu mettre. Donc ça Mhm. ne changera pas le choix du dossier que vous allez faire dans la mesure où on n'a pas assez d'offres. Donc l'encadrement des loyers, ça décourage un peu l'investissement du bon père de famille. Or, je le rappelle, c'est 2 tiers des Français qui sont aujourd'hui les bailleurs des Français à la location.
Merci Delphine Herman de nous avoir accompagnés dans la première partie de l'émission. Je rappelle que vous êtes porte-parole de Guy Hocquel Immobilier. Merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Quelle approche avoir vis-à-vis des SCI et plus globalement de l'immobilier d'investissement? Voilà le sujet qui va nous animer à présent dans Smart Patrimoine. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de Smart Patrimoine Anthony Kelsey. Bonjour Anthony Kelsey. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. Vous êtes fondateur de Kelsey Patrimoine. On a le plaisir d'accueillir également Vincent Danis. Bonjour Vincent Danis. Bonjour. Vous êtes président de Savignane. Alors messieurs, un petit mot des SCI pour une raison simple, c'est qu'il y a deux échéances qui concernent les SCI à l'heure actuelle. 2028 où les sociétés civiles immobilières devront sortir des contrats d'assurance vie et 2026, à savoir cette année, puisque les sociétés de gestion vont devoir expliquer aux épargnants qui sont investis sur les SCI quels choix elles font vis-à-vis des véhicules existants, notamment dans la transformation de ces véhicules en d'autres véhicules réglementés. Vincent Danis, est-ce que ça a une incidence sur la stratégie patrimoniale qu'on peut avoir vis-à-vis des clients qu'on accompagne en immobilier d'investissement qui seraient investis sur des SCI à l'heure actuelle? Alors oui, si on traite le cas des clients qui sont actuellement investis dans des SCI, déjà, dommage qu'ils n'en soient pas sortis avant pour la plupart. D'accord. Et effectivement, Commençons par là, oui. ils vont être confrontés à cette problématique, c'est que les sociétés de gestion ont un choix à faire. Et selon la nature de la SCI, le choix ne sera pas complètement ouvert. En fait, le régulateur demande aux sociétés de gestion de s'orienter vers des formats qui sont déjà autorisés et réglementés par ailleurs. Donc une SCI pourra se transformer soit en SCPI. D'accord. C'est un choix que pourront faire les SCI majoritairement investis en immobilier en direct, soit en EPCI, soit un format LTIF 2. Alors pour l'épargnant, ça ne veut pas dire grand-chose, ça veut juste dire que les règles du jeu vont changer, que la composition des actifs peut-être va évoluer. Logiquement, l'épargnant n'a pas de problème de liquidité sur des SCI puisque l'assureur doit apporter cette liquidité. Mais on a vu qu'aujourd'hui, de nombreux assureurs Dans les faits, avaient suspendu cette liquidité, faute eux-mêmes de pouvoir renvoyer les parts auprès des sociétés de gestion. Donc si on fait la synthèse de tout ça, pour un épargnant, la question c'est est-ce que je peux sortir ou pas de la SCI dans laquelle je suis? Et globalement, est-ce qu'il y aurait un intérêt à y rester? Et l'intérêt à y rester, après, il faut regarder dans quelles conditions de marché on est. Et là, la réponse, en théorie, elle est beaucoup plus agréable. Si on voit que le rendement actuel des jeunes SCPI se situe à 6-7% en moyenne, on pourrait dire qu'il n'a jamais été aussi opportun de regarder la SCI comme unité de compte de contrat d'assurance vie et comme une unité de compte, je parle de nouvelle SCI ou de support équivalent, qui serait susceptible d'apporter à 5-6% retraité des frais de gestion du contrat sans grande émotion, voire potentiel de plus-value si elles ont réussi à investir à un moment qui était un moment de crise. Alors, pour être sûr de bien vous suivre, ça veut dire que là, on parle de SCI qui serait transformé en SCPI demain, c'est ça? Alors, qui pourraient, dans le cadre de leur existence en assurance vie, opter pour un format SCPI. D'accord. Auquel cas, elle resterait unité de compte du contrat d'assurance et pourrait continuer à collecter. Une SCI qui serait plus sous une forme de fonds investi avec des EPCI, des SCPI sous-jacentes, serait plus probablement orientée vers un format OPCI. D'accord. Ce qui changera un peu les règles du jeu, mais peut-être lui permettra à nouveau de s'ouvrir à la collecte. Et parmi ces véhicules-là, de mon point de vue, il sera opportun d'aller regarder, alors qu'on est encore en période de crise, quels sont les véhicules sur lesquels il y a des vraies opportunités d'investissement, c'est-à-dire à la fois un rendement embarqué élevé, mais aussi un potentiel de plus-value à terme. Anthony Kelsey, comment est-ce que vous regardez les SCI? C'est vrai qu'elles ont pas mal défrayé la chronique ces dernières années. On parle de sujet de liquidité encore sur certaines SCI. C'est un véhicule d'investissement que vous considérez toujours à l'heure actuelle? Disons que ça a très bien fonctionné avant la hausse des taux, avant 2022, donc il ne faut pas non plus s'énerver contre elle. À juste titre, quand les taux étaient à zéro, que ça rapportait du 4, on était très content de l'avoir. Quand les taux sont montés, les taux longs sont montés, on en est sorti, il le fallait, fin 2022 et en 2023. Les taux longs sont encore élevés, donc on est toujours en période de crise. Il n'y a pas assez de collecte, sauf si on crée un nouveau véhicule, et là, peut y avoir, comme vous l'avez expliqué Vincent, un intérêt à y retourner. Mais parce que si on crée un nouveau véhicule, on transforme un véhicule existant, ça veut dire quoi? Il va y avoir un effet nouveauté qui potentiellement, on va changer les règles du jeu du véhicule, potentiellement il y a d'autres investisseurs qui vont venir et on va recollecter? Oui, il y a un peu de ça en fait. C'est juste qu'aujourd'hui, les taux longs sont encore élevés, c'est encore la crise, donc on n'a pas envie d'y retourner.
parce peut-être que les taux longs vont rester longs, peut-être que les gens ne vont pas collecter avec vous, vous investissez, les autres investisseurs ne vous suivent pas, donc vous êtes le seul à investir dans le véhicule, du coup vous servez de point de sortie pour d'autres Oui, bien sûr, investisseurs. vous apportez de la liquidité pour les autres. Voilà, c'est ça. Donc, moi, je pense que si les taux longs rebaissent, le véhicule va redevenir intéressant. D'accord. Tout- Même les véhicules existants à l'heure actuelle qui ont des problèmes de liquidité et où on a justement la réglementation qui leur dit on veut vous sortir des contrats Alors, d'assurance vie. ceux qui ont des problèmes de liquidité, non. D'accord. Mais il y a certains qui sont entre les deux. Ça veut dire qu'il y a des véhicules, des SCI, où finalement, si les taux longs rebaissent, on va savoir que dans les 2 prochains trimestres, potentiellement, il va y avoir une revalorisation des actifs, peut-être un début de collecte. Alors, moi, je me fais le jeu à peu près tous les 6 mois de redemander aux assureurs, alors, vous commencez à collecter? Non, toujours pas, toujours pas. Puis, peut-être à un moment donné, il y a une valeur liquidative qui va prendre 5% parce que les taux longs ont enfin baissé. Et à ce moment-là, on va commencer à recollecter. Et il va y avoir... comme vous le disiez si bien, un potentiel embarqué de 6% de rendement, plus une revalorisation de prix de part. Donc, euh, là où on est sorti, on en a profité des années, on est sorti parce que c'est pas le moment à cause du spread. Pourquoi pas à un moment donné y retourner quand c'est intéressant. D'accord. Tout simplement, je veux pas non plus. Ce qui serait dommage, c'est de dire on peut plus y aller. C'est interdit dans les assurances vie au moment où c'est intéressant. Donc c'est pas le moment, c'est sûr. Mais ça peut le devenir dans les 24 prochains mois et j'espère que les assureurs nous offriront la possibilité de le faire. Vincent Danis, c'est pas la fin des SCI. Alors, c'est interdit dans les contrats d'assurance vie jusqu'à 2028. Elles doivent évoluer. Les sociétés de gestion doivent faire évoluer. Enfin, à partir de 2028, pardon. Les sociétés de gestion doivent faire évoluer les contrats actuels. On a vu effectivement certaines SCI avoir des problèmes de liquidité, mais c'est pas pour autant la fin du véhicule si demain les contextes de marché venaient à changer. C'est quand même le message qu'il faut faire passer aussi. Absolument. Il faut bien regarder la composition d'actifs de chacune de ces SCI aujourd'hui présentes. Il y en a pour lesquels il vaut mieux rester durablement à l'écart parce qu'on n'est pas encore au bout du tunnel. D'accord. Et d'autres qu'on aimerait éventuellement, qui existent déjà depuis 2-3 ans, qui étaient plutôt des bonnes idées mais lancées à un mauvais moment. Donc des jeunes SCI pour le coup. Oui, je pense à HeroConnect, je pense à ImoTrend chez Primaliance. L'idée était bonne, le timing de lancement n'a pas été heureux. Pour autant, dans la composition d'actifs, il n'y a pas trop de boulets. Donc, c'est des véhicules qui pourraient redémarrer relativement facilement. Après, l'autre point, c'est la frilosité des assureurs. Les assureurs, depuis 2023, sont pour certains surchargés d'immobilier, portent sur leurs fonds euros les parts de SCPI ou de SCI qui n'ont pas pu renvoyer aux sociétés de gestion et donc ne souhaitent pas référencer aujourd'hui de nouveaux véhicules, même si ceux-ci pourraient être opportuns et attractifs. Mais comment on fait si on doit justement sortir les SCI des contrats d'assurance vie et si ça redevient opportun demain? Il faut trouver des assureurs Un assureur est prudent par nature, ça on le sait. Mais là, il faut trouver un assureur qui se dit en fait, j'ai un peu moins d'immobilier que mes copains. Il y a quand même une opportunité de marché. Il faut un temps long en assurance pour référencer une nouvelle unité de compte, la déployer et l'animer commercialement. 12-24 mois, c'est peut-être pas un temps absurde. Et c'est maintenant qu'il faut travailler sur ces sujets-là. D'accord. Aujourd'hui, tous les assureurs recherchent quels compléments ils peuvent proposer autour des fonds en euros bonusés, entre le private equity, qui là aussi est un produit aussi cyclique. Les fonds structurés, c'est très bien, mais ça ne sera pas la fin dans tous les cas de figure. L'obligataire daté, on en sort. Donc, trouver à nouveau un retour vers l'immobilier de rendement et un retour avec des nouveaux véhicules qui investiraient au bon moment. Moi, je rêve de rencontrer des assureurs un peu plus audacieux, oui. Anthony Calci, je vous vois acquiescer à ce que dit Vincent Danis. Oui, si on élargit à l'immobilier d'investissement, il y a encore une belle histoire à écrire là en 2026. Comment est-ce qu'on aborde l'immobilier d'investissement au sens un peu plus large, au-delà des SCI, quand on conseille des épargnants sur leur stratégie d'investissement? Non, mais finalement, sur les SCPI, on voit quels sont les SCPI, les sociétés de gestion qui ont traversé la crise de façon qualitative. Des sociétés de gestion historiques, je vais citer, je ne sais pas, Sofidy et Corum, qui ont très très bien traversé la crise. Les nouvelles, vous avez cité Iroko, et il y en a d'autres, qui offrent des très bons rendements, mais surtout qui ont lancé leur SCPI au meilleur moment, donc qui ont collecté quand il le fallait, quand les rendements augmentaient et qu'il y avait moins de collecte. Donc les SCPI, je pense qu'on revoit là, parmi nos clients investisseurs, un petit retour
de la demande de ces fonds immobiliers professionnels, notamment par les SCPI, et pour parce qu'on a besoin de création de revenus pour la retraite, pour présente ou future. Et donc les SCPI internationales, diversifiées, récentes ou celles qui ont traversé la crise, eh ben, on voit, il y a un retour, je trouve. Par contre, sur le private equity immobilier, club deal, foncière non cotée, etc., c'est la crise, ça l'est toujours. Il y a aussi des véhicules qui sont exposés à la promotion immobilière. C'est très compliqué. Donc, quand c'est exposé à du neuf, c'est compliqué? C'est comme ça qu'il faut le voir, ou c'est un peu trop caricatural de le dire comme ça? Non, c'est ça. Il y avait des véhicules prudents exposés à de la dette de promoteurs immobiliers. Donc, il ne fallait pas qu'ils fassent faillite. Mais, pas de chance, il y a des faillites en cascade. Et donc, c'est vraiment compliqué pour des club deals, des fonds de club deal, des fonds d'opération d'achat-revente, donc tout le private equity, private debt immobilier, c'est compliqué. Et là, je pense qu'on va être vacciné un temps, quoi. Voilà. Vincent Danis, une question, parce que j'entends souvent... Alors, effectivement, quand il est l'heure de publier les rendements des SCPI, on voit que les jeunes SCPI fonctionnent plutôt très bien. Mais j'entends quand même, alors pas toujours en plateau, mais un certain nombre de professionnels de la gestion de patrimoine qui me disent attention quand même à pas foncer uniquement vers le rendement, parce que certaines SCPI sont en train de faire les mêmes erreurs que ce qui nous a mené à la crise actuelle, à savoir tout acheter et à se poser la question après. Le rendement court terme n'est pas un bon indicateur de la performance long terme sur un produit que l'on souscrit avant tout pour apporter des revenus réguliers et sur du très long terme. La SCPI par nature, c'est plutôt un produit de rentier, même y compris en assurance. Et globalement, si on cherche des rendements longs, le rendement affiché n'est pas la promesse d'un rendement futur tenable. Pour regarder ça, il faut regarder le décalage entre le rendement servi et le rendement locatif des investissements. Vous prenez le rendement locatif des investissements, vous retirez 15-20%, et là, vous avez une appréciation de ce que devrait être le rendement long terme du véhicule dans lequel vous choisissez de vous embarquer. Après, dans tous ces produits de rendement, il y a des tas de formules possibles. Ne pas oublier les foncières cotées, déjà présentes en assurance. Elles sont par nature très volatiles, mais au moins elles sont liquides. Donc il y a une forme de prime de liquidité. Parce qu'elles sont sur les marchés cotés. Parce qu'elles sont sur des marchés cotés, et aujourd'hui elles sont dans une situation de décote importante. Donc si on reprend un scénario de baisse des taux longs, dans ce scénario-là, ça doit faire partie d'une allocation d'actifs. Et en nouvelle forme d'épargne rendue possible par cette évolution législative, moi j'attends une chose, c'est un EPCI 2.0, un EPCI aminci en frais de gestion, adapté et plus diversifié dans son allocation d'actifs, et qui pour moi aurait toute sa place dans le contexte actuel. Merci messieurs, merci Vincent Danis, président de Savignane, merci Anthony Kelsey, fondateur de Kelsey Patrimoine, merci à tous les deux de nous avoir décrypté un petit peu ce sujet d'immobilier d'investissement et notamment SCI en ce début d'année. Merci à vous de nous avoir suivis, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert. Comment aborder le sujet du placement de la trésorerie d'entreprise? Voilà le sujet qui va nous animer à présent dans l'œil de l'expert. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Hugo Rapp. Bonjour Hugo Rapp. Bonjour Nicolas. Vous êtes co-gérant associé de Reward Patrimoine. Une petite question rapide, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de placement de trésorerie d'entreprise? Alors oui, pour bien définir ce que c'est le placement de trésorerie d'entreprise, donc on va d'abord exclure tout ce qui est besoin en fonds de roulement, trésorerie courante de la société. On va plutôt parler de ce qui stratégiquement n'est pas nécessaire à être réinvesti immédiatement dans le cycle d'exploitation, dans le cycle d'investissement. C'est de ça qu'on parle, donc cette trésorerie qui va être replacée à un moment, réinjectée dans le cycle, mais pas de manière immédiate. On a une idée du timing. On a effectivement le besoin en fonds de roulement. Est-ce que ça veut dire que on commence à placer sa trésorerie quand on n'en a pas besoin dans les 6 mois, dans les 1 an, dans les 2 ans? Ça dépend de chaque entreprise? Alors justement, chaque secteur a sa façon de devoir réinvestir dans un cycle d'investissement, dans un cycle d'exploitation, effectivement. Mais les différents segments que l'on va avoir, c'est généralement, au-delà de 6 mois, on peut commencer à placer sa trésorerie. Les chefs d'entreprise que vous accompagnez, avec qui vous discutez, ils ont conscience de cette nécessité de placer la trésorerie, ou de cette opportunité tout simplement de placer une partie de la trésorerie d'entreprise? Alors justement pas assez, et alors on a en plus changé de paradigme, on est maintenant rentré dans une inflation, structurellement il y a plus d'inflation dans l'économie, donc l'érosion aujourd'hui de l'argent, de la trésorerie d'entreprise qui n'est pas placée, si je prends un simple exemple, sur la période de 2022 à 2025, si on a laissé cet excédent
de trésorerie sur un compte courant sans être placé, c'est moins 12% de performance. Donc sur 100 000 euros, c'est 12 000 euros de perdu. Et alors un chef d'entreprise, bien sûr, s'il voit son chiffre d'affaires baisser de 12%, il le voit immédiatement. Un poste de charge qui augmente de 12%, il le voit aussi immédiatement. Mais la trésorerie par ne le voit contre, pas. cette perte financière silencieuse, en fait, qui est due à l'érosion de la trésorerie d'entreprise due à l'inflation, ben ça se voit pas. Et donc, c'est un peu ce combat-là qu'on mène avec les chefs d'entreprise. Oui, parce que il n'y a pas de marqueur qui montre que vous avez perdu 12% de trésorerie d'entreprise. C'est juste que ça ne vaut plus autant quelques Complètement. années après dans un cadre, dans un contexte économique avec plus C'est d'inflation. ça, en valeur nominale, on le perçoit pas dans un compte de résultat. Par contre, en perte réelle, c'est une perte effective. Et si on leur disait, bah, vous perdiez 12% de chiffre d'affaires, ça se voit immédiatement. Et alors pourquoi est-ce que la trésorerie reste inactive sur les comptes courants d'entreprise? C'est parce que justement on ne pense pas à regarder, c'est ça tout simplement? De un, parce que déjà les chefs d'entreprise, pour en être, déjà on a la tête dans l'opérationnel tout le temps, donc c'est difficile d'allouer du temps à placer, enfin s'intéresser à cet excédent de trésorerie d'entreprise, ça, c'est la première des choses. Et puis comme je vous le disais, la deuxième, c'est qu'il y a cette perte financière silencieuse qu'on ne voit pas en fait, et le D'accord, fait de ne ouais. pas la voir et de ne pas la percevoir fait que on s'y intéresse moins forcément. Concrètement, si on veut investir ou placer d'ailleurs sa trésorerie d'entreprise, comment on fait? Alors, c'est surtout en fonction de la visibilité, comme j'expliquais au début, ben, ça va dépendre en fait du cycle de la volonté de réinvestir du chef d'entreprise. Si maintenant on est sur un horizon 6 mois, 2 ans, ben, on a les comptes à terme qui fonctionnent très bien, ou alors des comptes titres avec des OPC monétaires. Donc là, on a ce qui va être très important, c'est la liquidité qui est quasi immédiate sur ces supports-là, avec une performance qui, somme toute, baisse un petit peu. Et puis ensuite, si on a plutôt 3-4 années de visibilité devant nous, aujourd'hui, on part sur des stratégies plutôt obligataires, D'accord. donc qui sont assez intéressantes, puisque alors il faut maîtriser la sensibilité au taux pour se dérisquer au maximum justement du risque de taux dans le portefeuille, mais on va avoir une stratégie qui va être due à cette quantification de la courbe des taux. On a un coupon qui est versé, plus ce qu'on appelle l'effet roll-down, qui permet d'avoir vraiment des performances intéressantes sur une stratégie obligataire. 4 ans, c'est déjà long pour un placement de trésorerie d'entreprise. Ça arrive parfois qu'on doive placer de l'argent sur le plus long terme encore. Mais complètement. Alors, 4 ans, ça peut arriver, tout dépend des structures. Et alors, quand on est sur du plus long terme, ça arrive aussi. Alors là, deux stratégies. Soit structurellement, on peut le laisser en fait dans la structure opérationnelle, et auquel cas, bah, là, on peut intégrer de la volatilité dans les portefeuilles et aller chercher des actifs risqués pour booster un petit peu la performance dans les portefeuilles. Ou alors, nous, ce qu'on propose aussi, c'est de faire remonter potentiellement cet excédent de cash qui n'est pas utilisé par le chef d'entreprise ou par la société dans une holding. Et là, le champ des possibles s'ouvre. On peut investir en private equity, on peut réallouer le capital sur de l'investissement immobilier. Donc voilà, tout est possible une fois que cet excédent de trésorerie n'est plus nécessaire au Bien cycle sûr, d'exploitation. Et là, on rentre dans effectivement de l'investissement plus patrimonial quelque part. Complètement, avec une stratégie sur la holding où on peut aussi envisager une protection pour le conjoint, protection pour les enfants directement sur la holding. Merci Hugo Rapp de nous avoir accompagnés dans la dernière partie de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes co-gérant associé de Reward Patrimoine. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Be Smart for Change.